Comme a dit donc, le professeur Hamim, et donc on va voir ensemble surtout en fait la physiologie coronaire, la physiologie de l'ischémie, mais aussi la physiologie de l'athérothrombose et on va dire les conséquences de l'ischémie myocardique. Donc là, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc pour introduire le sujet, donc certainement, vous savez bien que les maladies cardiovasculaires, c'est la principale cause de morbidité et de mortalité dans le. Donc là, c'est le plan. Alors, pour commencer, donc, on va voir ensemble la physiologie de la paroi artérielle et la circulation coronaire, parce que déjà, vous savez que l'artère, dont l'artère coronaire, elle est formée par l'endothélium et par les médias, et l'endothélium, on appelle ça le transducteur, parce qu'il est doté d'une fonction, une vraie fonction endothéliale. Moi, je dirais que l'endothélium, c'est comme un organe, et qui va moduler le tonus vasculaire par la vasodilatation et la vasoconstriction avec une action directe, mais aussi il peut moduler l'homéostasie des vaisseaux avec, c'est-à-dire la perméabilité vasculaire, la coagulation et l'angiogenèse. Et puis, vous avez le muscle, en fait, c'est la média, qui est l'effecteur, sont les cellules musculaires lisses, donc qui vont agir par constriction ou par relaxation, donc dilatation. La circulation coronaire, donc, l'objectif, c'est qu'elle va fournir l'oxygène et les nutriments pour le cœur pour maintenir une fonction cardiaque normale. Et cette circulation, elle va s'adapter rapidement aux besoins de la fonction cardiaque. Un déséquilibre entre les apports et le besoin produit l'ischémie, et là, ce qu'on va le voir ensemble. Aussi, j'insiste que la perfusion coronaire, elle dépend de la différence entre la pression dans l'aorte, dans la coronaire, mais aussi la pression systolique intraventriculaire. Et on sait très bien que la pression systolique intraventriculaire, telle qu'ici le left ventricule, égale à la pression artérielle de l'aorte, ce qui fait que les coronaires peuvent s'écraser, on va dire, en systole. Pour cette raison, surtout dans l'IVA, dans le réseau gauche, la vascularisation se fait essentiellement en diastole. Un peu moins pour la coronaire droite, puisque la pression dans la coronaire droite, systolique, dans l'aorte aussi, reste aussi supérieure à la pression dans le ventricule droit. Vous savez bien que la vascularisation se fait grâce à ces artères coronaires épicardiques. Dans le tronc commun, c'est le complexe l'IVA pour le réseau gauche et la coronaire droite pour le réseau droit avec l'IVP et la RVG. Mais il ne faut pas aussi se contenter de ce qu'on appelle les gros vaisseaux qu'on voit en coronographie, parce qu'il y a un réseau qui est très important, ce qu'on appelle la microcirculation, qui est un compartiment qui est très important sur le plan essentiellement résistance, qu'on va voir ensemble. Cette microcirculation myocardique, qui fait la différence entre la circulation dans le muscle squelettique ou dans le muscle myocardique, c'est que vous voyez bien ici donc, que la densité elle est beaucoup plus élevée dans le muscle cardiaque par rapport à un muscle squelettique. Donc ici, on a plus de fibres, on a plus de capillaires et des artérioles et des capillaires dans cette microcirculation. Le deuxième aussi, on va dire, différence par rapport aux autres, par exemple par rapport au cerveau, c'est que la vascularisation artérielle, elle est de type terminal, donc end arteries, par rapport à l'anastomose artério-artérielle qu'on peut les voir par exemple dans le polygone de Willis. Donc, ce qui fait, normalement, il n'y a pas d'anastomose artério-artérielle. Et ce qu'on voit dans les reprises, ce sont des anastomoses à travers des petites branches, telles que les branches septales. Là, on peut les voir, ce sont des anastomoses qui vont se former après une occlusion chronique. Donc là, c'est la particularité. La troisième particularité pour le cœur, c'est que, et là, vous le savez, que les artères coronaires dites épicardiques, parce qu'ils vont cheminer sous le péricarde et qui vont donner au cours de leur trajet des artères dites perforantes. Ce sont des artères qui vont pénétrer la paroi myocardique et donc la vascularisation, elle commence de la partie sous-épi vers la partie sous-endo. Donc, en cas d'occlusion d'une artère coronaire, c'est la partie la plus distale qui va se mettre en ischémie, en souffrance. Donc, on a toujours une lésion, une ischémie sous-endo, qui est le premier signe d'une occlusion coronaire dans l'infarctus du myocarde. Alors, c'est quoi les besoins myocardiques en oxygène? Ça s'appelle MVO2. Les besoins myocardiques en oxygène, c'est le débit, en fait, entre le débit coronaire, le débit de perfusion coronaire, et le pouvoir d'extraction d'oxygène par le myocarde, ce qu'on appelle le delta AV, donc c'est la différence artério-veineuse en oxygène. Mais pour le cœur, c'est un organe noble, et le bon Dieu a bien fait le jeu, c'est que déjà le muscle cardiaque, il est à l'état de base maximal sur le plan
extraction d'oxygène. C'est-à-dire parmi les organes qui vont extraire le plus l'oxygène, et on a une delta AV qui est élevée. Et en général, en modulation, on n'arrive pas à augmenter encore la delta AV parce qu'elle est déjà maximale à l'état de base, et même à l'effort, elle est maximale. Donc, il n'y a pas de différence entre l'effort et le repos. Donc, pour adapter ses besoins en oxygène, donc, le cœur, il va augmenter ce qu'on appelle son NVO2 grâce au début de perfusion coronaire qui va augmenter si la pression de perfusion coronaire, ce qu'on appelle la PPC, augmente ou et si les résistances coronaires vont baisser. Et les résistances coronaires vont baisser par ce qu'on appelle la régulation ou par l'autorégulation. Voici les déterminants de la NVO2. Donc, suite à une augmentation de la demande, suite à une tachycardie, une augmentation de la contractilité, une augmentation de la tension paritale, ce qui fait, donc, le corps va essayer d'augmenter son extraction d'oxygène, mais déjà, on a dit qu'elle est maximale d'emblée. Donc, il va faire appel au débit de perfusion coronaire, appelle coronary blood flow, et cette augmentation de débit de perfusion coronaire passe essentiellement par la baisse des résistances. Et lorsqu'on dit résistance, donc vous avez les épicardes, les précapillaires, mais aussi la microvasculaire, et qu'on va voir après que c'est essentiellement les résistances microcirculatoires. Donc, c'est au niveau microvasculaire, c'est eux qui vont agir vers la baisse pour augmenter le débit de perfusion coronaire. Alors, comment cette Docteur résistance Louz, en juste fait, une va question être à modulée? titre Donc cas. là, on arrive à ce qu'on appelle donc à l'autorégulation ou la régulation du flux coronaire, qu'on va voir donc, qui dépend essentiellement de l'endothélium. Pour cette raison, on dit que c'est une autorégulation endothélium dépendante. Elle est métabolique. Après, la Docteur Louz, pression de perfusion coronaire aussi, elle peut augmenter. Et là, c'est la pression artérielle qui doit augmenter pour faire augmenter la pression de perfusion coronaire. La compression aussi myocardique, lorsque vous avez une pression intravégée qui est augmentée, elle va diminuer la perfusion coronaire. Et puis, avec la tachycardie, avec le système nerveux autonome, il y a aussi d'autres substances pharmacologiques externes qui peuvent moduler ce flux coronaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mécanismes de contrôle peuvent être altérés par certains états pathologiques contribuant au développement d'une ischémie myocardique. Donc, comme je l'ai dit, la régulation, elle passe essentiellement par la résistance. Et la résistance, comme vous voyez, donc, la résistance myocardique globale, elle dépend essentiellement des pré-artérioles, ici, et des précapillaires distales. Et vous avez donc entre les pré-artérioles et les précapillaires distales, entre 80 et 90% de la résistance totale myocardique. Donc, voici le principe de l'autorégulation. Le principe de l'autorégulation, c'est que le cœur, il a la capacité de maintenir un débit de perfusion coronaire stable, même entre une pression entre 40 et 130 mm de mercure de systolique, voilà, de moyenne, pardon, entre 130 et 40 mm de mercure de pression moyenne. Et vous allez me dire comment donc, il va adapter ce débit de perfusion coronaire malgré que la pression de perfusion coronaire va baisser. C'est grâce à ces résistances qui vont aussi baisser. Alors, l'autorégulation du débit coronaire, donc, comme je l'ai dit, donc, il y a essentiellement la théorie métabolique qui dépend de l'endothélium, mais aussi la théorie myogène. C'est comme l'autorégulation aussi des artères périphériques. C'est que quand vous avez une hyperpression, une augmentation de la tension paritale, vous aurez une vasoconstriction secondaire par l'augmentation du calcium intracellulaire. Et là, on le sait. La deuxième, on va dire, théorie et la plus importante, c'est la théorie métabolique et que cette vasomotricité induite par des substances produites localement ou véhiculées par le flux sanguin, telles que les lactates, le potassium, l'adénosine, la prostaglandine, essentiellement le NO, le monoxyde d'azote. Et ceci dépend essentiellement de l'endothélium, qui est un acteur principal dans cette autorégulation, puisqu'il va réguler le tonus vasculaire par la libération une fois des substances vasoactives, telles que vasodilatatrices, telles que le monoxyde d'azote, les bradykinines, les prostaglandines. Et puis aussi, il peut sécréter des substances vasoconstrictrices, telles que l'endothéline 1, l'angiotensin 2, les thromboxane A2 et les radicaux-libres. Un endothélium sain, c'est un endothélium qui va sécréter plus des substances vasodilatatrices que des substances vasoconstrictrices. Alors, ce monoxyde d'azote, on va dire, c'est une substance produite par l'endothélium qui est sain, et on va voir après pourquoi, qui est responsable d'une vasodilatation préartérielle,
capillaire par, voilà, par la relaxation des cellules myocytaires, des cellules musculaires, des cellules de la média, des artérioles. Et aussi, elle a une action anti-aérant plaquettaire directe, une action qui va inhiber aussi la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires. Ce monoxyde d'azote, la découverte de monoxyde d'azote a eu le mérite d'avoir après le prix Nobel pour ces trois pharmacologues. Alors, pourquoi j'ai dit que l'endothélium sain, c'est lui qui fabrique plus le monoxyde d'azote? Et là, on peut le déterminer par cette action paradoxale de l'acétylcholine. En fait, on va dire l'acétylcholine, elle a une double action. Vous savez bien que l'acétylcholine, il agit sur les récepteurs muscariniques M3, vous voyez ici, et on trouve ces récepteurs une fois dans l'endothélium, mais aussi une fois dans les cellules musculaires vasculaires lisses. Donc, vous avez les récepteurs une fois dans les cellules musculaires lisses, mais aussi une fois dans l'endothélium. Alors, l'acétylcholine, si elle va agir sur le récepteur M3 présent dans les cellules musculaires, elle a une action directe qui va augmenter le calcium intracellulaire, et donc ce qui fait une action vasoconstrictrice. Par contre, l'action qui est sur l'endothélium, c'est une action qui va stimuler la synthèse de monoxyde d'azote par l'endothélium. Et ce monoxyde d'azote, vous voyez ici, qui descend vers la cellule musculaire lisse, il a une action plutôt vasodilatatrice par la GMP cyclase. Donc, si on va résumer, l'acétylcholine, elle a une double action, une action directe sur les cellules, qui est plutôt vasoconstriction, une action indirecte à travers l'endothélium, qui est plutôt vasodilatation. En cas d'endothélium sain, là, vous voyez bien dans cette étude qui est ancienne et qui a le mérite d'être présentée, c'est qu'ils ont injecté de l'acétylcholine et vous avez des sujets qui sont plutôt, on va dire, des sujets sains et des sujets qui ont de l'athérosclérose. Ils regardaient les patients, on va dire, en carreau blanc, sont des personnes, on va dire, plutôt en bon état de santé. Et là, vous avez une action plutôt dite relaxation, donc une vasodilatation. Par contre, les patients qui ont de l'athérosclérose, qui ont cette dysfonction endothéliale, la réponse à l'acétylcholine, c'est plutôt une réponse spasmogène, c'est plutôt une réponse qui va donner une vasoconstriction. Et là, vous voyez bien qu'il y avait une contraction. Donc, on dit qu'il y a un effet paradoxe de cette acétylcholine qui dépend de la qualité de l'endothélium. Donc, si on va injecter l'acétylcholine par voie intracoronaire chez un patient qui a un problème de spasme coronaire, de dysfonction endothéliale, on va voir une réaction spasmogène, soit un spasme épicardique, soit un spasme aussi microcirculatoire. Si on va injecter l'acétylcholine ou le médecin par ailleurs chez des personnes en bon état de santé, là, on va voir plutôt une dilatation. D'accord? Et là, on dit que le test de Docteur provocation Louz, est… Docteur Louz, je vais t'interrompre juste. Oui, Oui, déjà, donc tu nous as bien expliqué comment, en fait, jusqu'à maintenant, comment donc il y a l'endothélium, il y a les cellules est-ce que je musculaires. reviens ici? Ouais. Oui, il y a en fait tout ce qui est métabolique, tout ce qui est donc en même temps hémodynamique, c'est l'autorégulation hémodynamique. Et là, tu as parlé un tout petit peu de l'acétylcholine et de son effet. Peut-être si tu peux nous dire comment, quand on utilise l'acétylcholine en tant que… Tu as parlé maintenant, tu Oui, nous tout as à donné fait. parce Je que… pense, voilà, j'ai cette Ouais, plaque. Voilà, ouais. quand on utilise l'acétylcholine ou ce qu'on appelle les tests de provocation, en fait, on a deux indications. Soit dans les minoca, c'est-à-dire les minoca, les patients qui viennent pour des douleurs thoraciques aiguës avec des troponines élevées, on fait la choro, il n'y a rien d'obstructif, hein, plus de 50%, il n'y a pas aussi de plaque instable, il n'y a pas d'embolisation, il n'y a pas de dissection. On peut faire l'IRM aussi pour éliminer les myocardites, les Takotsubo, ainsi de suite. Et là, dans cette population, on peut faire ce qu'on appelle un test de provocation pour chercher l'une des causes des myocas, ce qui est le spasme coronaire, ce qu'on appelle le prince métal. Et je vous le dis qu'il n'y a pas de prince métal sans dysfonction endothéliale. Les patients qui font un spasme coronaire, ce n'est que le premier stade de l'athérosclérose, mais sans voir des plaques visibles en colonographie. Mais il y a une dysfonction endothéliale et qu'on va voir après, c'est la première étape de l'athérosclérose. En cas de test de provocation à l'acétylcholine
qui est positive, là, regardez, en fait, ça même sont des patients dont le pronostic est plus mauvais que les patients qui avaient un test de provocation qui est plutôt négatif. Donc, vous voyez bien que les patients qui ont un test positif, il y a une incidence plus élevée de décès cardiovasculaires et de réadmission pour un syndrome coronaire aigu. Et là, vous le comprenez, parce qu'en fait, ce sont des patients qui ont déjà une atteinte coronaire athéroscléreuse, mais n'est pas objectivé par les moyens, on va dire, anatomiques, en fait, les moyens chorégraphiques ou le gros scan, c'est-à-dire les moyens morphologiques, mais c'est une dysfonction endothéliale qui commence à s'installer. La deuxième indication, en fait, aussi de ces tests de provocation, c'est sur les patients chez qui on suspecte ce qu'on appelle les ANOCA. C'est une ischémie à coronaire aussi non obstructive. Ce sont des patients qui décrivent des douleurs à l'effort ou même des douleurs thoraciques au repos, essentiellement, et chez qui on fait une coronographie, on ne trouve pas de lésions qui expliquent en fait les douleurs que le patient rapporte. Et là, on peut faire un test aussi de provocation à l'acétylcholine ou méthergin. Et si c'est positif, là, on va dire qu'il s'agit d'un spasme coronaire et là, il faut le traiter. Donc là, ce sont les Ouais, deux juste, indications de ces tests de provocation. Je ne sais pas si j'ai juste répondu à la question. Docteur Loz, pour l'acétylcholine, il agit aussi bien au niveau des artères coronaires épicardiques qu'au niveau de la microcirculation. C'est-à-dire, si on a un test positif, ça pourrait être un spasme des artères épicardiques Oui, ou de la microcirculation. D'accord, là, les tout deux à en même fait. temps. Et pour le Là, on entre méthergin, voilà, dans le sujet de spasme coronaire. En fait, certainement, la dysfonction endothéliale, elle touche les artères, mais aussi les artérioles précapillaires, les artérioles aussi distales. Et si vous avez une dysfonction endothéliale, donc soit il y aura un spasme épicardique, et là, on peut le voir lorsqu'on fait une deuxième injection des coronaires après avoir injecté la siliconine. Et là, on va voir ce spasme à la colonographie. Soit le patient va décrire une douleur thoracique typique, et vous avez aussi un ECG qui montre un sus-décalage sur le scope, alors que lorsque vous injectez, il n'y a pas de spasme visible sur les artères épicardiques. Et là, on parle d'un spasme microvasculaire qui est aussi grave comme le spasme épicardique et qu'il faut aussi le alors que traiter. pour le test au méthergin, ça permet seulement d'évaluer les artères épicardiques. Oui, Voilà. possible. Possible, mais aussi, même le méthergin, en fait, quand on lit les études, il peut même donner parfois des spasmes, en fait, un spasme microvasculaire, mais en fait, on va dire il est moins spécifique. Voilà. En fait, la l'acétylcholine est plus spécifique du spasme microvasculaire. Je suis tout à fait. Oui, D'accord, c'est vrai. d'accord. Très bien. Donc là, c'était la partie, on va dire, fonction endothéliale. Donc, on arrive à la deuxième partie. Donc, le deuxième chapitre, c'est la physiopathologie de l'ischémie myocardique et de la dysfonction endothéliale. Donc, déjà, on l'a dit que l'ischémie myocardique résulte toujours d'une inadaptation entre les besoins en oxygène du myocarde et les apports par la circulation coronarienne. Donc, soit vous avez une augmentation du besoin pour un état pathologique ou physiologique, telles que l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la contractilité, l'augmentation de la tension paritale, telle que dans la sténose aortique serrée. Donc, vous avez une tension systolique paritale du VG qui est élevée, ce qui va augmenter les besoins, ce qui explique en fait en partie les angors qu'on peut trouver dans les sténoses aortiques serrées, valvulaires. Et puis, par diminution et ou par diminution des apports qui passent essentiellement par la baisse de la perfusion coronaire. Après, on peut avoir une baisse de la delta AV dans les intoxications CO, par exemple, au monoxyde d'azote, et puis monoxyde de carbone, pardon, et soit aussi par une, une atteinte de cette distribution épi-endocardique du flux coronaire. Et là, on le voit essentiellement dans le cardiopathie hypertrophique sarcomérique. Alors, donc, on peut dire, suite à à ce déséquilibre entre apport et besoin, on peut soit avoir une ischémie fonctionnelle, quand vous avez plutôt une augmentation des besoins, sans que les apports sont diminués, tels que les tachycardies, l'hypertension, ainsi de suite. Puis après, soit une diminution des apports par l'ischémie, par ce qu'on appelle par une maladie coronaire qui touche les artères coronaires. Et cette maladie coronaire, soit elle touche les artères épicardiques en cas de sténose épicardique significative, soit, on va dire, soit avec, soit sans, une anomalie de la microcirculation et de l'endothélium. Et ce qui m'amène à cette fameuse CFR, donc Coronary Flow Reserve, ce qu'on appelle la réserve du flux coronaire. Alors, c'est quoi la réserve du flux coronaire? C'est le rapport entre flux coronaire maximal à l'effort
physique ou à l'effort pharmacologique sur le flux coronaire de repos. Donc, on dit que le cœur a la capacité de multiplier par 3 voire 5 son débit de perfusion coronaire en effort, si besoin. Donc là, c'est le cœur normal. Et on dit qu'on a un problème dans la réserve coronaire, dans les artères coronaires, là je parle des artères épicardiques et de la microcirculation, si la CFR, elle n'arrive pas à dépasser 2,5-3. Donc, le seuil actuellement recommandé, c'est 2,5. Donc, on dit que la CFR est normale si le rapport dépasse 2,5. Elle est inférieure à 2,5, donc là, c'est anormal. Alors, certainement, par quel moyen on peut calculer la CFR? Il y a deux moyens. Je pense que vous aurez ces méthodes-là dans le cours qui parle de la FFR, de l'IFR. Mais là, je peux vous le dire, en fait, soit par le Doppler, donc il y a des centres Doppler intracoronaires, là, on va calculer la vélocité au Doppler au repos. Et puis après, à l'effort, certainement, ce n'est pas un effort physique, mais c'est un effort métabolique par une hyperémie maximale, soit après avoir injecté l'adénosine intracoronaire, soit la papaverine, soit le dipyrénamol. Là, ce sont les produits qu'on peut injecter pour créer une hyperémie maximale et donc on va mimer l'effort physique. Et donc, on va calculer la vélocité par le Doppler au repos, puis après à l'effort métabolique, et là, on va faire le rapport. Soit aussi par une nouvelle méthode, ce qu'on appelle la thermodulution, c'est comme le soin de Gans pour le côté droit, mais il y a des microcathéters, on va les introduire dans les coronaires, et on va injecter une solution saline froide, et là, on va voir le débit coronaire de pression coronaire au repos, puis après, on va calculer la pression coronaire à l'effort, et là, on aura le rapport facilement, et là, c'est le rapport de CFR. Alors, depuis les études et la recherche, on va dire les études anciennes de Kern dans les années 70, il a montré que, sur un modèle animal, il a montré que la CFR, hein, vous regardez ici la courbe de CFR, elle commence à diminuer quand vous avez une sténose épicardique qui dépasse 70%. Nous, actuellement, on dit, on stente un patient s'il y a une sténose coronaire qui dépasse 70%. Là, on a le droit à stenter. Néanmoins, les recommandations de l'UEC en 2019 disent qu'on n'a pas le droit à stenter, sauf s'il y a une sténose au-delà de 90% sur la colonographie ou vous avez une ischémie documentée par un test d'ischémie non fonctionnel. Alors, cette plaque vous montre bien que pour avoir une CFR normale, il faut avoir deux conditions qui sont normales. La première condition, c'est que l'artère épicardique elle est saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sténose coronaire épicardique significative. Et la deuxième condition, c'est que la microcirculation elle est bonne. Mais on peut avoir une CFR basse, soit parce que vous avez une sténose épicardique qui dépasse 70%, comme le montre Kern, soit parce que vous avez une microcirculation qui est malade. Donc, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. On peut avoir les deux. Et les deux vont donner une CFR qui basse. Donc, la CFR, c'est un moyen qui va nous dire est-ce que notre circulation coronaire, macrovasculaire ou microvasculaire, est bonne état. Donc, c'est mieux que les autres moyens de recherche d'ischémie tels que la FFR. La FFR, elle vous dit que si votre sténose épicardique est ischémiante ou non, mais elle ne vous donne pas une idée sur la microcirculation. Par contre, la CFR, elle est plus globale. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la CFR ou c'est clair? Slim, c'est clair? Donc, parfois, on fait, par exemple, un malade qui a une sténose serrée Ouais, et on fait l'angioplastie et la CFR, malgré l'angioplastie, elle reste basse. très bien. Là, Parce c'est une que, question d'examen. L'année dernière, je l'ai posée. Tu fais donc, l'angioplastie, c'est quoi tu as un l'explication? sténose Non, non, serré, tu non, as non. Expliquez-nous, c'est quoi l'explication pour que la CFR reste basse, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà parmi vous qui peut répondre à cette Ouais. question? Si vous avez un patient qui a une sténose serrée de l'IVA, au début, vous avez, on va dire, vous avez une FFR qui est à 0,6, une CFR qui est basse, vous faites l'angioplastie et la CFR reste basse. Alors, c'est quoi l'explication? De la Bonsoir. microcirculation. Oui, ça peut être la microcirculation qui est toujours malade. Tout à fait. Parce qu'effectivement, vous avez une microcirculation qui est toujours malade. Essentiellement, en Et cas donc, le patient, de il peut rester même symptômes symptomatique. Tout à fait. Donc, il faut agir par le traitement médical. Tout à fait. Donc, après, pour la microcirculation, on n'a pas actuellement des moyens interventionnels. Donc, c'est le traitement médical qui peut être efficace, hein. Donc, que ce soit le dérivé nitré, voilà.
Donc là, les bêta-bloquants aussi, s'il s'agit bien d'un angor microvasculaire, pas un spasme, mais pour le spasme, là, c'est compliqué. Donc, pour cette raison, il faut bien connaître les patients par une étude de la physiologie coronaire. Et là, ça se fait en fait en pratique courante. En Europe, ça se fait. Il y a même des études, hein. Là, ici, dans ce cours, je n'ai pas mis les études, mais il y a des études, je pense, comment ça s'appelle, une étude britannique, qui montre bien que le fait de faire une étude bien précise de la physiologie coronaire, passant par la CFR, par les FR, mais aussi par l'IMR, c'est un peu l'indice de résistance microvasculaire. En fait, ça permet de bien personnaliser le traitement pour chaque patient. Parce qu'on peut faire la différence entre un patient normal, c'est-à-dire il vient pour du douleur thoracique, il n'y a rien, CFR normal, FFR normal, IMR normal, ou entre un patient qui a plutôt une sténose épicardique, alors que la CFR elle est basse parce qu'il y a une sténose épicardique significative, et là il faut une plainte, et là il est guéri, on va dire, soit parce qu'il y a une microcirculation qui est malade, et là plutôt il faut agir par les bêta-bloquants et les dérivés nitrés, soit parce qu'il a les deux, et donc il faut mettre un stent et puis continuer le traitement médical, soit il n'y a ni l'atteinte microvasculaire, ni l'atteinte épicardique, mais il fait plutôt de longueur spastique. Il fait du spasme coronaire suite à un test de propagation qui est positif. Et là, plutôt, il ne faut pas donner un bêta-bloquant, mais plutôt donner des dérivés nitrés et du verapamil s'il faut. Juste alors, pour l'IMR, c'est l'inverse qui m'a dit le docteur Louz. Donc, c'est l'indice de résistance. C'est-à-dire, vous allez le trouver élevé chez les patients qui ont un problème d'atteinte de la microvascularisation. Donc, CFR basse et Oui, IMR élevé. oui, tout à fait. Très bien, donc on continue. Alors, on arrive à cette maladie microvasculaire, ce qu'on appelle la dysfonction endothéliale, qui est due par ce débalancement des facteurs homéostatiques de l'endothélium, caractérisé par la diminution de la biodisponibilité de l'oxyde d'azote, et donc ce qui va donner un tonus vasculaire anormal, avec une vasoconstriction avec incapacité de l'endothélium d'assurer la fonction de régulation. Mais aussi, vous avez une augmentation de la croissance des cellules musculaires lisses. Et cette diminution de la biodisponibilité du monoxyde d'azote entraîne aussi l'augmentation du stress oxydant qui va favoriser alors l'oxydation des particules du LDL cholestérol, qui est la première étape de l'athérosclérose. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de cette dysfonction endothéliale et de cette diminution de la biodisponibilité de l'oxyde d'azote. C'est que déjà l'athérosclérose elle-même, elle est associée à une dysfonction endothéliale obligatoirement parce que c'est la première étape, et là on le voit rapidement après. Les patients qui ont fait l'infarctus, et on sait très bien que dans le territoire infarci, vous avez certainement une atteinte microcirculatoire et donc une dysfonction endothéliale. Les patients qui ont une hypertrophie ventriculaire, soit suite à une hypertension artérielle ou à une atteinte valvulaire, le diabète, les vascularites, les spasmes. Donc là, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a d'autres, mais tout ça, ça va donner une diminution de la CFR, même en absence d'une sténose épicardique significative à la colonographie. Donc, on arrive à la troisième étape, le troisième chapitre, on va dire, qui sont les mécanismes, les étapes de formation de la plaque d'athéron. Donc, je vous remets ici dans cette plaque la définition de l'OMS de l'athérome, qui est l'association de remaniement de l'intima des artères de gros et de moyen calibre dans les artères coronaires, qui consiste à une accumulation focale des lipides et des glucides complexes de sang et de dépôts calcaires avec remaniement aussi de la média. Donc là, c'est la définition de l'OMS. L'athérome débute dès l'enfance, et là, vous le savez, c'est un processus après le vieillissement. Il va progresser de façon silencieuse, sans évolution et considérablement accéléré par les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, voici les étapes de formation du plaque d'athérome. Déjà, j'ai dit, la première étape, c'est la dysfonction endothéliale. Et cette dysfonction endothéliale va faciliter l'entrée du LDL cholestérol du sang vers l'intima avec accumulation du LDL cholestérol dans l'intima. Et ceci est aussi dû à la réduction de la biodisponibilité de l'oxyde d'azote. Donc, ce qui fait, on aura une augmentation de la perméabilité. Cette perméabilité vasculaire, pour le LDL cholestérol, mais aussi pour les cellules inflammatoires dans le sang, telles que les monocytes, qui vont pénétrer très facilement l'intima grâce aussi à ces récepteurs, ce qu'on appelle à ces protéines adhésives, qui vont capter, on va dire, les monocytes, et ces monocytes vont pénétrer rapidement dans l'intima. La deuxième étape, c'est
que le LDL cholestérol qui a pénétré, il va s'oxyder rapidement par les radicaux libres pour devenir aussi toxique. Et vous savez bien que le LDL cholestérol oxydé, il est aussi toxique pour l'endothélium. Donc, on entre dans ce cercle vicieux, LDL cholestérol, dysfonction endothéliale, entrée encore du LDL cholestérol qui va s'oxyder, ainsi de suite. Et là, c'est cette maladie progressive qui va s'auto-entretenir. La troisième étape, c'est qu'on aura une formation des stries lipidiques. Alors, c'est quoi ces stries lipidiques? C'est que ces monocytes qui vont pénétrer rapidement grâce à ces molécules d'adhésion, ces protéines d'adhésion, vont pénétrer ici. Ces monocytes, ils vont se transformer en macrophages en phagocytant le LDL cholestérol oxydé et va former ce qu'on appelle les cellules spumeuses. En fait, les macrophages qui vont phagocyter les cellules, le LDL vont donner des cellules spumeuses, ce qu'on appelle les stries lipidiques. Troisième étape, c'est que on aura une formation d'un noyau lipidique. Alors, c'est quoi le noyau lipidique? C'est que ces cellules spumeuses, qui sont très riches en lipides, à un certain moment, ils vont, on va dire, s'éclater. On va avoir une apoptose, ce qui va faire accumuler les lipides dans le milieu extracellulaire. Et ce lipide qu'on voit ici, qu'on voit ici en jaune, sont des lipides extracellulaires qui vont être formés dans cette plaque d'athérome. La quatrième étape, c'est qu'on aura une migration des cellules musculaires lisses, qu'on appelle les CML, qui viennent de la média. Pour cette raison, dans la définition de l'OMS, avec remaniement de la média, ce n'est pas une maladie isolée de l'intima, mais aussi la média, elle est atteinte, elle est touchée, elle est fragilisée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces CML? Ces CML, ils vont venir rapidement grâce à des facteurs de croissance sécrétés par les cellules spumeuses et qui vont fabriquer, qui vont sécréter du collagène. Alors, ce collagène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de couvrir ce noyau lipidique par cette formation d'une chape, on appelle ça une chape ou la cape fibreuse. Donc, et à la fin, on aura une chape fibreuse qui va former qui va couvrir un noyau lipidique à l'intérieur. Donc, voici donc, les étapes que j'étais en train de vous expliquer. Donc, dysfonction endothéliale, LDL cholestérol, macrophage, cellules spimeuses avec un noyau lipidique qui va se former. Puis après, vous avez les cellules spimeuses qui vont venir pour sécréter du collagène. Et ce collagène, il va former cette fameuse, on va dire, chape fibreuse. Et puis après, suite à un stimulus intrinsèque ou extrinsèque, vous pouvez avoir une rupture de cette chape fibreuse, ce qui va développer, qui va déclencher, on va dire, la thrombose et l'athérothrombose. Alors, la tendance évolutive naturelle de l'athérome est l'aggravation par étapes silencieuses dépendant du développement intermittent des plaques de cholestérol, des plaques d'athérome. Il y a deux principaux types de complications évolutives. Soit c'est la progression du volume de la plaque athéromateuse, et là, on va parler d'une notion de remodelage vasculaire, positif ou négatif, soit l'instabilité aiguë, on va dire, de la plaque, et là, on entre dans la complication, on va dire, redoutable de l'athérosclérose, qui est l'athérothrombose. Alors, voici les deux types de remodelage vasculaire qu'on peut avoir. Donc, soit c'est un remodelage négatif dit concentrique, ce qui va donner une sténose épicardique avec réduction, on va dire, de la lumière coronaire. Soit c'est plutôt un remodelage positif. Donc, on ne va pas avoir une sténose lorsqu'on va faire une tomographie, mais on va avoir plutôt des anévrismes. Des anévrismes on parle de l'athérome de l'ectasie artérielle. Et ceci est dû à ce remodelage plutôt divergent, on va dire le remodelage positif, avec cette atteinte de la média. Cette atteinte de la média qui fait que l'artère elle va se dilater et qui va donner place à des anévrismes coronaires. Donc là, c'est un exemple d'athérome sur l'IVUS, sur l'imagerie par échographie endocoronaire. Et là, c'est du remodelage plutôt concentrique négatif avec une sténose serrée. Et là, c'est plutôt du remodelage positif. Donc, vous voyez bien que la lumière de l'artère coronaire reste la même. Par contre, vous avez du remodelage à l'extérieur qu'on n'arrive pas à voir par la chorégraphie, mais il faut faire de l'IVUS pour le voir. À votre avis, Oui, Tarek, à votre avis, pardon, passe rapidement. ceux qui sont ici, est-ce que le remodelage positif a un mauvais pronostic? Est-ce que ça pourrait être un signe d'instabilité des plaques? Est-ce qu'il est aussi grave que le remodelage négatif? Est-ce que vous avez une idée?
Une question difficile. Il n'y a pas de réponse. Oui, mais en fait, le remodelage positif au Simple. coroscanner Ouais. pourrait être un signe d'instabilité des plaques d'athérome. Oui, C'est ça, ça? il fait partie, on va dire, des plaques vulnérables. Il y en a d'autres signes, effectivement. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est que, comme l'a dit Dr Hamim, c'est que la sténose serrée, elle n'est pas aussi grave si il s'agit d'une sténose calcifiée avec une chape fibreuse, on va le voir après, une chape fibreuse qui est épaisse, avec peu d'inflammation, un noyau lipidique qui est couvert par une plaque calcaire, une plaque avec une chape fibreuse qui est épaisse. Par contre, du remodelage positif avec une plaque friable, là, ce sont des patients qui sont plutôt à risque. C'est vrai, il n'y a pas de sténose épicardique, ce sont des patients qui ne vont pas faire de longueur d'effort, mais ce sont des patients qui sont, on va dire, susceptibles de présenter à tout moment un infarctus du myocarde ou un syndrome coronarien aigu. Parce qu'il s'agit d'une plaque plutôt friable qui peut se disséquer ou on peut avoir une rupture, se rompre à tout moment. On peut aussi avoir du thrombus in situ par ce flux qui va être retardé. Et là, on peut le voir, parfois, on a des cas où on a des infarctus sur des méga coronaires de l'athéromectasion sur des droites qui font 10 mm, même plus, avec très difficile de rétablir un flux parce que vous avez du caillot, vous avez un thrombus, un gros thrombus qui va se former dans cette grosse artère. Je ne sais pas si tu as Non, non, d'autres non, c'est ça. remarques. C'est pour insister Ouais. que le remodelage positif, c'est pas, Il est aussi si on grave. a, il est aussi grave que le remodelage négatif et on peut avoir des plaques d'athérome de 20%, mais avec du remodelage positif, ce sont des plaques qui sont vulnérables. Vulnérable, tout à fait. Tout à fait. Donc les deux sont des complications, effectivement, qu'il faut les traiter. Alors le deuxième risque, c'est un risque plutôt aigu, donc c'est le risque d'instabilité de la plaque. Et cette instabilité, soit par la fissuration et la rupture, la vraie rupture, on va voir après les images, soit par simplement une érosion. Et la différence entre érosion et rupture, c'est que la rupture, on peut le voir même en chorégraphie. On peut avoir une plaque, on va dire disséquée ou rompue. Par contre, l'érosion, là, il faut faire de l'imagerie en coupe. Ça s'appelle l'imagerie endocoronaire en coupe. C'est essentiellement l'OCT pour les voir. Donc là, ce sont des exemples de rupture. Et là, vous voyez bien c'est des exemples, on va dire, anatomopathologiques de cette plaque rompue avec le produit de la plaque qui est détergé dans la lumière coronaire. Et là, c'est un exemple d'une autre aussi plaque rompue. Là, c'est de l'OCT. C'est un cas qui date actuellement je pense, de 6 ans, 7 ans peut-être, même plus. C'est un patient du tronc commun que j'ai fait avant. Et là, c'est un patient qui vient pour anesthémie. Donc, ce n'est pas anesthésie plus. Vous voyez bien qu'il y a une IV à boucher, mais vraiment, il vient pour anesthésie avec des anténégatifs antérieurs. Et pour cette raison, on l'a pris le lendemain, après son admission. Et là, on était étonné parce qu'on a fait cette image initialement en caudale, en face caudale, qui montre une occlusion de l'IVA, mais surtout, en fait, une image on va dire, additionnée dans le toit du tronc commun. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, c'est une image surajoutée. Et après avoir débauché l'IVA et on a mis un stent, on n'a pas mis un stent court, on s'est dit on va faire de l'imagerie de l'ECT, c'est Optical Coherence Tomography. C'est une imagerie par infrarouge, avec une pénétrance qui n'est pas très importante, mais surtout, c'est la résolution qui est très bonne. C'est 10 microns, la capacité de résolution de cette technique. Et vous voyez bien ici dans la bifurcation IVA sur le complexe et dans le left main, dans le tronc commun. Regardez, ici, c'est la lumière. Et regardez, vous avez un flap intimal. Et tout ça, c'est une plaque à l'intérieur. Donc, c'est une plaque disséquée, totalement disséquée, rompue. Tout ça, c'est la rupture de plaque avec ce fameux flap intimal qu'on peut le voir en imagerie en coupe. Donc, soit l'érosion de plaque, et l'érosion, c'est juste des petites ruptures, des micro-ruptures au niveau de l'endothélium, mais aussi surtout de la chape fibreuse, qui va déclencher cette athérothrombose parce qu'on va dire que la plaque d'athérome, elle va être mise à nu face aux plaquettes, face aux éléments figurants du sang. Et là, on va voir l'hémostase primaire qui va se déclencher et donc la thrombose. Alors, on arrive à cette notion de plaque vulnérable. En fait, la plaque vulnérable, ce n'est pas la plaque qui est très sténosante. Ce n'est pas la plaque ancienne, calcifiée, très serrée, 90% ou 80% à la chorégraphie au corps au scan. Mais surtout, en fait, c'est une plaque plutôt jeune. C'est une plaque qui est très inflammatoire, avec un large cœur lipidique à l'intérieur et une chape fibreuse qui est très fine, qui est très fragile.
avec une plaque qui est très riche en cellules inflammatoires, de macrophages, très peu de CML, très peu de collagène. Ce qui fait, ce sont des plaques qui peuvent à tout moment se rompre et donc devenir vulnérables parce qu'ils vont déclencher un syndrome qu'on a vu. Et ils ne sont pas forcément, comme l'a dit le professeur Hamim, ils ne sont pas forcément des plaques sténosantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des plaques de 20%, 30% qui peuvent donner des infarctus. Et si on va, et là on a fait dans les études anciennes et même dans les études contemporaines, c'est que si on va chercher de l'angor chronique ancien chez les patients qui viennent pour des infarctus inauguraux, en général, on trouve très peu de patients qui vous disent que, docteur, j'avais des douleurs thoraciques avant à l'effort, mais que j'ai ignoré, et là, je viens pour douleurs thoraciques au repos avec l'infarctus. La plupart de nos patients qui viennent pour l'infarctus inaugurale sont des patients qui viennent pour la première douleur thoracique dans leur vie et qui n'ont jamais décrit de douleur thoracique à l'effort parce qu'il s'agissait des plaques soit qui sont très jeunes avec une évolution très rapide, soit parce qu'elles étaient non sténosantes, non ischémiantes sur le plan fonctionnel, mais malheureusement qui se sont rompues et donc qui ont donné un infarctus. Alors, Luz, juste pour dire que 50% des syndromes coronariens surviennent sur des plaques qui ne sont pas sténosantes. Tout à fait. Donc, le fait d'avoir une plaque, c'est pourquoi on est obligé de mettre tout patient qui a une plaque d'athérome sous statine et sous aspégique pour éviter le jour où il fait la rupture de sa plaque et d'équilibrer tous les facteurs de risque pour éviter cette rupture de plaque. Oui, tout à fait. Merci. Alors, quels sont les facteurs de risque de rupture de plaque? Comme je dis, il y a des facteurs locaux, il y a des facteurs systémiques. Donc, il y a certainement le tabac, hein, et en général, ce sont des patients qui fument. Et suite à un excès, on va dire, de cigarette, on peut avoir des infarctus. Le diabète, l'hypercholestérolémie, surtout le LDL cholestérol qui est très élevé. Et après, il y a des facteurs locaux tels que la fatigue de la plaque, l'inflammation essentiellement, et d'où l'intérêt de la colchicine. Hein. Là, ici, je n'ai pas montré la colchicine, mais déjà, vous connaissez que la colchicine comme traitement anti-inflammatoire, actuellement, elle est indiquée en classe 2B chez les patients coronariens, soit en aigu, on pense à infarctus, et vous avez l'étude Colcott qui était positive, soit aussi en chronique, hein, vous avez l'étude Lodoco 2, les deux sont des New England, et la colchicine, je pense à travers la stabilisation de la plaque, à travers la baisse de l'inflammation de la plaque, c'est à travers l'interleukine L1 essentiellement, il va réduire le risque d'infarctus et le risque de MACE chez les patients coronariens. Alors, donc voici. Alors, ici, on arrive, ce qui nous amène, donc là, on parle de la rupture de l'érosion, donc ça nous arrive au quatrième chapitre, au quatrième objectif, qui est l'athérothrombose et les mécanismes de formation de thrombus. Ici, on va passer rapidement parce que certainement, vous savez bien que suite à une rupture de plaque avec le fameux facteur tissulaire et le facteur vibrant qui va, on va dire, faire appel aux plaquettes. Et là, on aura la première hémostase primaire avec la formation d'un caillot primaire. Et vous savez bien que le thrombus, c'est un thrombus qui est vivant. C'est ça peut-être le message à vous passer, que le thrombus, il va augmenter de taille, mais aussi dans la composition va différer au fil de temps. Hein. Donc, si on intervient dans les 60 minutes, 2 heures, on a en général des thrombis blancs, et là on le sait très bien. Mais si on intervient après 4 à 6 heures, on aura un thrombus plutôt rouge parce que, à part la fibrine, hein, qui donne la couleur blanche de ce thrombus, on va dire récent, la couleur rouge sont les éléments figurants du sang, tels que les globules blancs, les globules rouges, ainsi de suite, qui vont donner cette couleur rouge à ce thrombus. Donc, voici la composition. Donc, pratiquement, la composition dans le microscope, elle diffère avec le temps et c'est plus facile d'agir sur un thrombus blanc durant les premières heures, un thrombus bien, on va dire, organisé, avec beaucoup de fibrine, beaucoup d'éléments figurants du sang dans les 6 heures, 12 heures. Donc, voici la composition. 60% sont des fibrines et 40%, certes, c'est une composition qui change avec le temps, mais regardez, vous avez des plaquettes, des globules blancs, des globules rouges, du cholestérol. Voilà, il y a plein de choses à part les fibres de fibrine. Alors, l'hémostase primaire, le thrombus, il se forme grâce à cette hémostase. L'hémostase, elle est formée par l'hémostase primaire, mais aussi par la coagulation. Et les deux, ils vont s'entretenir. L'un stimule l'autre, on va dire. Donc, la première étape, certainement, c'est l'hémostase primaire qui va donner cette activation plaquettaire suite à la rupture de plaque avec mise à nu, on va dire, de ce facteur tissulaire qui va il va stimuler, on va dire, les plaquettes pour s'adhérer, pour se coller, on va dire, à cette plaque rompue. Et cette adhésion va activer les plaquettes avec sécrétion de l'ADP, du thromboxane A2, et puis après, on aura l'agrégation plaquettaire.
Et en parallèle, donc je passe ici rapidement, en parallèle avec ce facteur tissulaire et des facteurs aussi plaquettaires, il ne faut pas les oublier, ils vont stimuler la cascade extrinsèque de cette fameuse cascade de coagulation qui va finir par la formation de fibrine, qui est le pont après entre les plaquettes. Donc, fibrine, plaquette activée, là c'est le terrain propice pour former un caillot fibrino-cryorique. Donc, voici que, initialement, dans les premières heures, la progression, il est lente du thrombus. Puis après, avec les moyens qui vont s'auto-entretenir, on va dire, on aura une formation très rapide, une provocation très rapide de ce caillot plaquettaire. Et je reviens vous dire que le thrombus, c'est vivant, ça bouge rapidement. Et donc, le plus urgent, c'est d'agir rapidement par les traitements antiplaquettaires, mais aussi par les traitements anti-thrombiniques. Donc, là, c'est un petit aperçu sur les traitements qu'on peut les donner. De toute façon, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais on va dire que l'arsenal thérapeutique antithrombotique qu'on a, il va agir sur les différentes étapes de cette hémostase avec l'action anti-thrombine et ce qu'on appelle l'action anticoagulante par les anticoagulants, et puis l'action antiplaquettaire par l'aspirine, comme antithromboxane aussi A2, et puis aussi l'anti-ADP avec inhibition de l'activation plaquettaire par les récepteurs ADP grâce à ce récepteur PLK12 et les anti-PLK12, le ticagrelol, le clopidogrel. Et puis, vous savez bien, l'action antifibrine directe sur les ponts fibrines entre les plaquettes, les anti-GB2B3A, donc le réuprolagrasta, ainsi de suite. Donc, pratiquement, tous les traitements qu'on dispose, chacun, il agit sur, on va dire, sur une cible bien précise. Donc, quelles sont les conséquences? Là, une fois, on a la latérothrombose, malheureusement, qui a donné une ischémie myocardique. Quelles sont les conséquences de cette atérothrombose et de cette ischémie, on va dire, myocardique chronique? Alors, déjà, vous savez qu'on parle d'une cascade ischémique myocardique. Cette cascade, elle commence par la diminution de la perfusion myocardique. Et là, je parle de l'ischémie myocardique chronique, donc c'est essentiellement à l'effort physique. Et cette diminution de la perfusion myocardique va donner initialement une altération de la sinusite segmentaire. Donc, la première atteinte, on va dire, c'est une atteinte mécanique, avec dysfonction diastolique initialement, puis après dysfonction systolique. Troisième chose, c'est qu'on va avoir des modifications de l'électrogenèse cellulaire. Et donc là, on peut avoir apparaître, on va dire, les troubles de la repolarisation avec le sous-décalage d'effort. Si on fait un test d'effort, un sujet d'effort. Et on va dire la quatrième étape qui arrive dans cette cascade ischémique sont les douleurs thoraciques. Donc peut-être le message à vous dire, c'est qu'on ne peut pas avoir des douleurs thoraciques angинeuses à l'effort durant un test d'effort sans perturbation de l'ECG. Donc, si le patient décrit des douleurs thoraciques alors que votre ECG est normal à l'effort, là, ce sont des douleurs plutôt atypiques, ce sont des douleurs non coronaires. Donc, parce que si on suit la cascade, c'est dysfonction, c'est anomalie de la perfusion. Et là, si on fait de la scintigraphie myocardique, on va avoir une atteinte de la perfusion coronaire. La deuxième étape, c'est anomalie de la cinétique segmentaire. Et là, si on fait de l'échographie à l'effort ou de l'échographie de butamine, on va faire apparaître les anomalies. Troisième étape dans cette cascade, c'est les troubles de la repolarisation et le sous-décalage ou le sous-décalage dans les signes les plus graves. Et puis après, quatrième étape, c'est l'apparition d'une douleur thoracique suite à cette ischémie myocardique. Alors, quels sont les effets cellulaires? Donc là, c'est juste pour vous dire qu'on a des effets suite à une ischémie aiguë, surtout je parle d'ischémie aiguë, elle va diminuer la production d'ATP, ce qui va faire une augmentation de la concentration du calcium cytosolique, donc intracellulaire, ce qui fait qu'on va avoir une contracture myocardique ischémique. Il y a aussi l'ischémie aiguë, donc elle va réduire l'apport d'oxygène vers la cellule myocardique, ce qui va donner une acidose lactique tessulaire, d'où on peut, avec cette acidose, cette baisse de la production d'ATP, elle va donner une dysfonction des pompes ioniques, de la fameuse pompe K+, Na+, et cette dysfonction de cette pompe Na+, K+, va donner des troubles électrolytiques intracellulaires et donc des troubles au niveau du potentiel de repos, mais aussi du potentiel d'action, d'où les troubles de la reposition qu'on peut avoir ou voir dans les électrocardiogrammes. Sur le plan mécanique, donc, on va avoir une diminution de la compluence myocardique, donc dysfonction diastolique. Puis, là, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est une diminution de la contractilité myocardique, et donc baisse de la force de contraction, baisse de la vitesse de contraction, et donc dysfonction ventriculaire systolique. Il y a aussi des effets mécaniques de l'ischémie.
prolongée. Et là, c'est intéressant aussi de décrire ces différents effets, hein, la sidération, l'hibernation et la nécrose myocardique. Alors, c'est quoi la sidération? Et là, vous savez bien que quand on parle de sidération, c'est suite à l'infarctus du myocarde aigu. Donc, c'est une dysfonction myocardique prolongée post-ischémie aiguë, avec retour spontané plus ou moins rapide à une activité contractile normale après la perfusion, mais il faut attendre quelques jours. Alors, quels sont les mécanismes? Comment on peut expliquer que le cœur va récupérer quelques jours, même après, on peut attendre 40 jours après l'infarctus pour dire si le cœur a récupéré, parce que durant cette période de 40 jours, c'est une période de sidération, où le sang, c'est-à-dire on a assuré une bonne réperfusion, alors que la cellule myocardique n'est pas revenue à son état de base. Et il y a plusieurs explications, ce sont des hypothèses, donc telles que la surcharge calcique suite à cette réperfusion qui va donner cette, on va dire, cet handicap cellulaire musculaire avec cette libération des radicaux-libres. Donc les cellules musculaires, ils n'arrivent pas à revenir à un état contractile normal. Il y a aussi une perte de sensibilité des protéines contractiles au signal calcique. Il y a aussi, avec la nécrose, une disparition temporaire des protéines sarcomériques régulatrices, telles que la troponine C. Là, il faut attendre un peu de temps, ça s'appelle la période de resynthèse, qui va utiliser beaucoup d'énergie avec une possible augmentation de la consommation d'oxygène pour resynthétiser, on va dire, ces protéines de régulation et donc pour que les cellules musculaires reviennent à un état de contraction normal. Alors, le deuxième effet mécanique, c'est l'hibernation. Alors, c'est quoi l'hibernation? C'est essentiellement, en cas d'occlusion chronique, on dit que, alors que le muscle ne se contracte pas bien, ne s'épaissit pas bien en échographie, on dit que c'est un muscle plutôt hiberné, avec une hypocontractilité chronique qui est réversible suite à la revascularisation satisfaisante de la zone concernée. Donc, par définition, la vascularisation dépend d'une artère coronaire sténosée ou d'une collatéralité juste suffisante à maintenir une viabilité de base. Donc, pourquoi il y a une occlusion d'une artère coronaire? Pourquoi le territoire concerné n'est pas nécrosé totalement? Parce que vous avez soit une collatérale, soit une petite artère contralatérale qui vient irriguer d'une façon très modérée, très faible, mais suffisante pour maintenir la viabilité de base, mais le muscle n'arrive pas à s'épaissir, à se contracter. Donc, les mécanismes discutés, c'est la superfusion chronique du repos. Donc, il n'y a pas assez de nutriments, il n'y a pas assez d'oxygène pour que le muscle fonctionne normalement. Mais aussi, on peut avoir des épisodes récurrents, intermittents, avec succession de sidération par stress successif suite à un effort, soit un effort physique ou affectif par la décharge catécholaminique. Et donc, on peut avoir on va dire, des sidérations aiguës suite à un stress aigu. On arrive après à la nécrose myocardique. Alors, c'est quoi la nécrose myocardique? Là, c'est la nécrose totale avec défaut de contractilité réversible suite à l'infarctus. Donc, ici, on peut avoir une artère qu'on va déboucher, qu'on va revasculariser. Vous avez du sang qui passe, mais le cœur ne se contracte pas. C'est-à-dire le territoire nécrosé ne se contracte pas avec irréversibilité, on va dire, de ce défaut contractile. Donc, et même sur le plan anatomopathologique, on va avoir une calcification cellulaire avec cicatrisation par fibrose de ce tissu. Donc, voici l'exemple de ce tissu nécrosé qui est trazolium négatif, donc il n'est pas actif sur le plan métabolique parce que c'est de la nécrose, de la fibreuse qui va, on va dire, remplacer les cellules musculaires qui sont déjà mortes. Alors, la question qui se pose, et là je finis peut-être avec ce principe, c'est que pourquoi on assiste parfois à une large nécrose d'infarctus, même après une reperfusion rapide. Et là, ça nous arrive qu'on prend des patients avec un infarctus du myocarde à H2, H3, et malgré la perfusion rapide, le lendemain, on trouve que le CG, il n'y a aucune nécrose. En faisant l'échographie le lendemain, on trouve une large actinésie, surtout si c'est l'IVA, une large actinésie apicale, et on se demande pourquoi il y a cet infarctus assez étendu, malgré que la réperfusion était assez rapide. Donc, ce qui nous amène à ce fameux syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de ischémie-réperfusion, ou en anglais, myocardial perfusion injury. C'est que
qu'est-ce qu'il dit en fait dans ce papier dans New England qui est assez ancien, mais qui vous dit que si on ne débouche pas l'artère, si on ne fait pas de perfusion, si on laisse l'artère bouchée, on va avoir en moyenne 70% de nécrose. C'est-à-dire la taille d'infarctus, là, lorsqu'on dit infarctus, c'est-à-dire nécrose totale, on va avoir une taille de 70% du territoire et on va avoir un pénombre, on va dire, qui reste viable, c'est aux alentours de l'infarctus. Alors, si on va assurer une perfusion rapide, on va réduire cet infarctus, la taille de l'infarctus, de 40%, 40%, mais 30%, on va avoir quand même 30% de nécroses qui vont persister, quels que soient les délais de perfusion. Et si on va essayer de réduire ce syndrome d'ischémie-perfusion par une cardioprotection, là, on va baisser encore plus de 25% la taille d'infarctus pour réduire la taille à 5% seulement. Donc là, c'est le principe de reperfusion et de cardioprotection. Alors, c'est quoi ce syndrome d'ischémie-reperfusion? Quels sont les mécanismes en fait, qui expliquent pourquoi on assiste à une nécrose étendue malgré cette reperfusion qui peut être rapide? Et là, il y a plusieurs mécanismes, tels que les mécanismes de neuroflow. Et là, vous savez bien que le neuroflow, c'est l'embolisation distale. C'est la présence de cellules de l'inflammation qui vont pénétrer la cellule en ischémie avec la reperfusion sanguine, avec des neutrophiles, des facteurs de l'inflammation aussi qui vont intégrer, qui vont pénétrer le territoire infarcé, on va dire. Il y a aussi la notion de réoxygénation rapide avec formation des radicaux libres superoxydes, ce qui explique en fait en partie pourquoi les recommandations actuelles contre-indiquent l'oxygénation du patient si la saturation elle est supérieure à 90%. Il ne faut plus mettre d'oxygène comme placebo, il ne faut plus mettre, on va dire, par excès, parce que ça a été montré, il y a 2 grandes études randomisées qui montrent qu'il y a une augmentation de la taille d'infarctus si on met les patients sous oxythérapie avec une saturation qui est correcte. Et là, on arrive, en fait, on va dire, à ce principe de syndrome d'ischémie-reperfusion. Et il y a ce qu'on appelle le paradoxe, en fait, de la reperfusion, c'est que suite à cette réoxygénation rapide avec la formation des radicaux libres, on va avoir une entrée massive intracellulaire du calcium, d'une partie, mais aussi le paradoxe de la restauration rapide du pH, le fait de reperfuser rapidement. Il y a le pH qui va se restaurer très rapidement, et les deux vont ouvrir rapidement des pores spécifiques dans les mitochondries, ce qu'on appelle les pores PTP, et ce sont des pores, lorsqu'ils sont ouverts, ils vont déclencher, ils vont programmer la mort cellulaire, qu'on appelle l'apoptose. Donc là, certainement, il y a plusieurs études sur lesquelles se basent en fait ces mécanismes, mais il y a plusieurs mécanismes qui disent que cette lésion de la perfusion, ce n'est pas une allusion, mais c'est un fait réel quand on assiste, nous, angioplaticiens, tous les jours. Alors, pour réduire en fait ce syndrome d'ischémie-reperfusion, là, on arrive à cette notion de conditionnement à l'ischémie. Alors, cette notion de conditionnement à l'ischémie, c'est le fait, on s'est dit peut-être qu'il faut conditionner, il faut faire, on va dire, habituer la cellule myocardique à l'ischémie pour qu'en cas d'ischémie, elle va s'adapter, elle va se comporter mieux pour réduire, on va dire, le syndrome de reperfusion. Et dans le conditionnement, il y a 2 notions. Il y a la première notion, c'est le préconditionnement. C'est-à-dire quoi, préconditionnement? C'est-à-dire que ce sont des cellules déjà qui sont préconditionnées à l'ischémie. Et en cas d'ischémie aiguë, en cas d'occlusion aiguë, ils vont se comporter mieux que la cellule qui n'est pas conditionnée à l'ischémie. Et l'exemple typique, en fait, chez nous, chez l'homme, c'est que les patients jeunes sont les patients qui font plus d'infarctus, sont les patients qui vont développer un infarctus plus étendu que les patients âgés diabétiques, coronariens anciens. Pourquoi? Parce que les patients jeunes sont des patients qui vont occlure d'une façon aiguë une plaque instable qui n'est pas forcément sténosante. Et donc, les cellules derrière ne sont pas adaptées à l'ischémie. Par contre, un patient âgé, un patient coronarien, un patient avec des occlusions chroniques, il a déjà sa cellule, elle est déjà adaptée à l'ischémie. Et en cas d'une occlusion, on va avoir un territoire moins important d'infarctus par rapport à un patient jeune. Et là, certainement, vous tous, vous l'avez constaté.
Alors, le deuxième principe, c'est le post-conditionnement. C'est que vous avez un patient qui a fait un infarctus aigu, et là, on s'est dit, on va faire du post-conditionnement, on va conditionner la cellule après avoir réperfusé la coronaire à encore de l'ischémie, puis après, on fait la réperfusion définitive. Peut-être que ça va réduire, on va dire, la nécrose. Alors, pour le premier principe, le préconditionnement, ça a été déjà démontré chez l'animal, avec cette étude ancienne sur un modèle animal, mais qui montre bel et bien que si on va faire du préconditionnement par une occlusion transitoire répétée d'une artère coronaire initialement, puis après une ischémie aiguë par une occlusion aiguë, par rapport à des souris, là c'était des souris, par rapport à des souris où on a fait d'emblée une ischémie aiguë, une occlusion aiguë, qui ne sont pas précédées par des occlusions transitoires répétées. Et là, on va voir sur le plan impact sur l'infarctus, la taille de l'infarctus, mais aussi sur l'arythmie. Là, vous avez une baisse significative de la taille du risque d'arythmie dans la population qui a eu un préconditionnement. Alors, dans le post-conditionnement, il y a plusieurs études. Et là, ce sont des petites séries. Donc, il y a des séries publiées dans New England, et là, vous voyez bien 30 patients, 17 patients, 94 patients. Tous sont pratiquement le même principe. Infarctus du myocarde, angioplastie primaire. Après avoir mis le stent, après avoir reperfusé, là, les auteurs de ces études, ils sont amusés, on va dire, à mettre un ballon, le gonfler 60 secondes, 4 fois successives ou 3 fois selon le modèle des études, selon le design de chaque étude. Et ben, mais le principe, c'est que après avoir bouché l'artère, on va encore créer une ischémie en mettant un ballon pendant 60 secondes, répété ou non répété. Et dans ces études, ils ont montré que ça réduit même de 36% la taille de l'infarctus si on fait ce post-conditionnement à l'ischémie. Et plus récemment, en 2008, la cyclosporine a été testée chez 58 patients. Alors, c'est quoi la cyclosporine? C'est un immunosuppresseur que vous savez très bien, vous connaissez très bien, mais qui a une action aussi directe sur les pores PTP des mitochondries. Et je vous rappelle que ces pores-là, ils étaient incriminés dans l'apoptose cellulaire. Et ils se sont dit, peut-être on va donner la cyclosporine d'emblée dès qu'on a découvert l'infarctus, dès qu'on a fait le diagnostic de l'infarctus, et on va voir si la cyclosporine injectable va diminuer la taille de l'infarctus. Et sur ces consultations, donc pour STEMI, avec un groupe contrôle, un groupe cyclosporine, c'était randomisé comme étude, avec 2,5 mg par kilo d'une dose de la cyclosporine, et ça a été positif, ça a été fantastique. Regardez bien que le groupe cyclosporine, on avait une réduction des CPK, on avait aussi une réduction de la taille de l'infarctus, détectée ou évaluée, on va dire, par l'IRM après 5 jours d'infarctus. Donc là, c'était positif sur une cohorte de petite taille, on va dire, avec un critère, c'était un critère, on va dire, biologique et radiologique. Ce n'est pas un critère clinique. Malheureusement, après quelques années de cette étude, il y a une deuxième étude, c'était en 2015, dans New England, l'étude Circus. Cette étude, elle s'est dit, bien, dans l'étude préliminaire qui a pris un petit groupe, c'était positif, pourquoi pas le tester sur une grande étude? Et là, c'était pratiquement 700 malades ou 800 malades dans l'étude, 400 malades dans le bras cyclosporine et 400 malades dans le groupe contrôle, le même design, STEMI, cyclosporine versus placebo, et là, regardez, si on voit le critère solide qui est le critère clinique à 12 mois, il n'y avait aucune différence de MACE, ni mortalité, ni infarctus, ni mortalité cardiovasculaire, ni état de choc cardiogénique par rapport au groupe contrôle, ce qui, on va dire, enterrait cette méthode et cette théorie de cyclosporine. Alors, est-ce que c'était l'enterrement définitif? En tout cas, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres études. Il y a d'autres petites études qui ont aussi testé le post-conditionnement par un brassard, c'est-à-dire ils mettent des brassards, et là, c'est dès le diagnostic de STEMI par l'équipe de SAMU, ils font un brassard tensiomètre, un brassard au bras, ils vont le gonfler pendant quelques minutes pour créer une ischémie systémique, on va dire, parce que c'est un brassard qu'on le gonfle au-delà de la pression systolique du patient. Et comme ça, on va gonfler on va créer une ischémie systémique qu'ils pensent réduire la taille d'infarctus, mais à ma connaissance, même cette étude a été négative. Alors, j'arrive à la fin. Quelles sont mes conclusions? Donc, certainement, la perfusion coronaire, ce n'est pas que les artères coronaires épicardiques qu'on voit à la chorégraphie, mais c'est aussi la microcirculation. Pour cette raison, il y a un intérêt de continuer
l'étude de la physiologie coronaire pour certains patients chez qui on pense à une atteinte microcirculatoire, que ce soit à l'effort ou plutôt au repos, c'est-à-dire un spasme. La microcirculation de bonne qualité est tributaire à une fonction endothéliale normale qui synthétise un monoxyde d'azote qui va agir sur la fonction endothéliale. L'ischémie myocardique, elle est induite par un déséquilibre entre apport et besoins secondaires, le plus souvent à une réduction des apports, avec atteinte épicardique et dysfonction endothéliale. L'angor microvasculaire est une vraie maladie coronarienne qui est aussi de mauvais pronostic et nécessite plus d'investigation et de traitement. L'athérothrombose est un processus évolutif qui va débuter par une fissuration ou par érosion ou par rupture de plaque avec formation d'un thrombus évolutif. Et puis, le post-conditionnement pourrait réduire la taille de l'infarctus. Néanmoins, les études randomisées de grande échelle étaient non concluantes. Et je remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, donc le débat est ouvert. Bravo, والله, c'est la énième fois que j'assiste à ce cours et à chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. Moi, personnellement, bravo. Après Au une plaisir. journée, après une journée très chargée. Ouais, bien fini. والله يعطيك الصحة. ما شاء الله عليك. Alors, les Merci. questions. Sislem Abid. Oui, non, Sislem Abid. Tu as beaucoup appris. C'est Hassan El Alors, j'ai deux Gargouri. questions. J'ai Ah, deux questions. Hassan La Gargouri, première حضر les question, questions نتاعك. la première question à propos le débat اللي حكينا عليه من بكري نتاع CFR. Donc, Ouais. on peut stenter les ions en se basant sur une CFR Ouais. supposée que c'est significatif. معناها، ça peut être faux. Ouais. Ça peut être faussement positif. C'est ça? En fait, j'ai Donc, pas compris ta question. ما نجموش نقولوا c'est une méthode fiable La CFR, non, la CFR, c'est une méthode fiable. c'est Mais c'est une méthode qui, en fait, il faut associer les deux. En fait, pour faire une étude de la physiologie coronaire, comme il faut associer les deux. C'est-à-dire mesurer la CFR, la FFR et aussi l'IMR. De toute façon, si on mesure la CFR et la FFR, on aura l'IMR. L'IMR, c'est l'indice de résistance microvasculaire. Donc, en fait, si la CFR est basse, Mhm. c'est-à-dire que soit tu as une atteinte épicardique, soit tu as une atteinte microcirculatoire, soit tu as les deux. Tu peux avoir aussi les deux. Et là, la plupart de nos patients, ils ont les deux par ailleurs. D'accord? Alors, Oui, on pense que la différence entre. mais on peut stunter. On Alors, peut tu stuntes, stunter une effectivement, lésion tu à stuntes, l'ASS. tu as le droit à stunter, tu as le droit à stunter si la CFR est basse et la FFR est basse. Comme ça, au moins, tu D'accord, vas lever l'obstacle épicardique et pour la microcirculation, tu vas continuer par les traitements médicaux. d'accord. Mais si tu Ma me deuxième remarques, question. Oui. je répète, en fait, je continue parce que, Ah, effectivement, le sous-groupe qui a une CFR qui basse, c'est le groupe le plus mauvais sur le plan pronostic. Il y a des études qui montrent bien que le plus important, ce n'est pas la revascularisation, mais le plus important, c'est la CFR post-revascularisation. C'est-à-dire, les patients qui ont eu un angioplastie ou un pontage, qui gardent une CFR basse, sont des patients qui ont le même pronostic presque par rapport à un patient non revascularisé avec une CFR basse. mhm. Donc, sur Merci. le plan étude, je Euh, suis tout à fait d'accord. Donc, la CFR, même la CFR, est là, comment dirais-je, c'est un marqueur pronostic, ou là, c'est un moyen pronostic plus solide et plus robuste que la FFR. d'accord. Oui. Merci. Et ta deuxième Ma question? deuxième question à propos le préconditionnement. Est-ce que la réadaptation cardiaque peut être un moyen de préconditionnement d'une plaque d'ischémie? Non, non, parce que en fait, le préconditionnement, c'est que vous avez déjà une ischémie. Soit une ischémie au repos, soit une ischémie à l'effort. D'accord? Alors, en fait, Mhm. le préconditionnement, elle est due à l'ischémie. Elle n'est pas due à la résistance à l'effort, non. Mais parce que vous avez déjà une ischémie ancienne, chronique. En fait, imaginez un patient qui a une lésion chronique de l'IVA, qui fait Mhm. 80-90%, qui fait de l'angor depuis 6 mois, depuis 1 an. Et puis après, elle a fini d'occlure l'artère. Et parfois, on le dit, hein, une sténose subocclusive qui finit d'être occluse. Et ce sont des patients Oui. qui ne vont pas avoir un infarctus très étendu. Par contre, un patient jeune de 40 ans qui n'a jamais fait de langor, qui a une plaque plutôt jeune,
qui n'étaient pas forcément sténosisantes et qui se rendent un jour pour boucher l'artère. Et là, ce sont des patients qui ne sont pas préconditionnés à l'effort, à l'ischémie, pardon, et donc ils vont développer un infarctus étendu. Est-ce que tu as vu déjà des patients comme ça? Est-ce que ça te dit, ça t'interpelle, ce que je suis en train Bien de sûr, dire? bien sûr. Voilà. Ouais. Pratiquement, et en fait, l'explication, c'est le préconditionnement. Ce sont des cellules qui sont préconditionnées à une pathologie. C'est vrai, ils étaient malades, mais heureusement, ils étaient malades parce que leurs cellules ils sont en partie adaptées à la maladie. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Hassan, Hassan, il a posé une question. قال لك, j'ai un problème de micro. Est-ce que la durée de l'inflation du stent ou la post-dilatation par talent joue un rôle dans le post-conditionnement? alors, non, pour l'inflation du stent, non. L'inflation du stent, c'est 25-30 secondes. Ce sont les études de Finet et les anciennes études de Gérard Finet qui montrent bien à partir de 25 secondes, on a un stent qui est bien impacté, certes, en dehors des lésions résistantes, des lésions calcifiées. Alors, la post-dilatation, si tu post-dilates juste pour impacter le stent, non. Parce que les petites études que je vais vous montrer, ce sont des inflations assez prolongées. Hein. Il y a des gens qui ont fait 60 fois 4, il y a d'autres qui ont fait 60 fois 3. Donc, quand même 60 minutes, puis après, ils refont 60 minutes. Ce sont des inflations prolongées. Mais parfois, moi, j'utilise. Hein, parfois, moi, j'utilise lorsque j'ai un neuroflow, voilà, lorsque j'ai un petit souci. Donc, je mets un ballon lorsque je post-dilate et je le laisse 60 minutes. 60 secondes, pardon. 60 secondes. Et là, on va voir, parfois, il améliore un petit peu les choses. Mais en tout cas, dans ma pratique, je ne veux pas dire qu'il améliore, Nash, ta pratique, professeur Hamemi. Est-ce que tu utilises parfois ces techniques de post-dilatation assez prolongées pour améliorer le flux, pour, Nash, qu'est-ce que tu en penses? Ou plusieurs post-dilatations itératives. معناتها Itérative, ouais. on post-dilate, on Parfois, laisse. parfois, on utilise, mais je pense qu'il n'y a pas d'études de grande échelle. Il y a des petites études qui disent que oui, peut-être c'est efficace. Mais de toute façon, on peut l'utiliser, puisque ce n'est pas néfaste, on peut l'utiliser, je pense. Mais Oui, docteur Loust, un post-dilate à plusieurs reprises dans un milieu de Thrombotique. thrombogène, Oui, thrombotique, c'est ça? C'est un peu c'est vrai. discutable, ça. C'est très discutable. La post-dilatation, c'est très discutable. Les cas, pour cette raison, moi, j'utilise jamais la post-dilatation systématiquement. Mais je fais de la post-dilatation, j'ai déjà, si j'ai un problème, hein, déjà j'ai un flux qui est un peu retardé, enfin, déjà je suis obligé de post-dilater, d'impacter, voilà. Et là, je fais une post-dilatation assez prolongée. Mais en absolu, tu as un flux normal, tu as mis un teinte à la phase aiguë d'un ST+, effectivement, la règle, c'est de ne pas post-dilater parce qu'on peut, même avec la post-dilatation, provoquer un neuroflow et un slow flow par cette fameuse embolisation distale. Et parce que parfois, on peut faire fragmenter un thrombus qui était sous le stent, hein, qu'on ne voit pas initialement, mais en post-dilatant, le thrombus il va sortir hein, en le fragmentant, et là, il va emboliser la distalité. Et là, c'est classique. Hein. Je suis tout à fait d'accord, Steve. J'ai une question. Si, Oui. pour le réseau Ponté, est-ce que c'est laissé faire ou est-ce que c'est fiable ou non? Alors, Pour le... oui. Alors, pour le réseau Ponté, oui, il y a des études qui le font, hein, donc sur le pont. Bien sûr, il devrait être perméable. Et on peut utiliser soit le Doppler, soit oui, ça se fait. Parce qu'il y a quelques papiers ils ont testé les patients pontés. Hein. Le papier que je lui ai dit, en fait, qui a montré que la CFR, si elle reste basse après pontage, ce sont des patients qui ont un pronostic plus mauvais que les autres. Donc, ça se fait. Mais en pratique courante, en pratique, je pense, on ne le fait pas systématiquement. De toute façon, en Tunisie, malheureusement, on ne le fait pas. Hein. On n'a pas. Actuellement, il y a des systèmes tels que Corovantis. Hein. C'est un logiciel qu'on peut le monter dans le MATLAB avec des sondes, avec des microcathéters de thermodélution, avec aussi un guide de pression et de température. Et là, ce système-là, malheureusement, on ne l'a pas. Donc, en fait, pour faire de la CFR, وتعرف فما le oui, micro FR, le micro FR qui a été oui, apporté récemment par MDID, micro QFR. la Euh, QFR, je rappelle, QFR, ouais. Micro QFR. Elle fait aussi l'IMR en même temps. Elle donne l'IMR. Donc, Oui. ils ont fait maintenant plus que 70 patients.
Et personnellement, je l'ai essayé, c'est extraordinaire. Donc après, Et tu l'as j'ai essayé en fait, Tunisie. oui, L'IMR oui, IMR. En fait, c'est sur un juste, cas de, oui, juste des séquences de chorégraphie. Donc, oui, c'est on un va dire non patient chez invasif. qui j'ai fait une dilatation de la CX avec ballon actif. Et lorsque j'ai fait le contrôle, avant j'ai fait le contrôle, en fait, l'idée c'est que c'est un patient Ouais. qui avait des douleurs thoraciques et il avait une lésion au niveau du tronc qui n'est pas significative de 30% et une sténose assez serrée de la CX. Donc j'ai fait le QFR, c'était aux alentours de 0,7, donc c'était positif. J'ai fait juste un ballon actif. Après l'angioplastie au ballon actif, peut-être je vais vous montrer demain le cas. Donc l'IMR, elle est restée très élevée. Donc c'est un patient diabétique depuis 20 ans et tout ça. C'est la micro QFR. Elle existe maintenant en Tunisie. Ils ont fait plus que 70 cas, je pense. Et est-ce qu'il est validé? Parce que je connais la QFR qui est validée. Il y a pas mal d'études de Oui, travaux c'est qui une marque sont chinoise. validées. Ils ont des études, oui. Ils ont une Oh, étude. là, non, je parle du micro QFR parce que QFR, il est validé. Là, c'est clair. Euh, Euh, ouais, bon, j'ai vu un peu des papiers, ils ont quelques études, Martha, des séries de 200, 250 patients, vraiment des séries, mais pourquoi pas, c'est l'occasion de la valider chez nous en Tunisie. Le problème, c'est que pourquoi pas. vraiment, il faut la comparer à un QFR normal, oui. Donc, tu prends les micro QFR, donc il te donne aussi la CFR. Quand il ne peut pas تعطي donner الإي ام l'IMR ار sans تعطي الإي ام ار دونك إذا تعطي الإي ام ار سي كو تعطي السي اف CFR. ار. L'IMR, en fait, la résistance, c'est un sur le racine carré du débit, pratiquement. Oui, C'est ça la formule. oui, Donc, il a le débit. Puisqu'il a le oui. débit, donc il va avoir le. Ouais, تعطي directement l'IMR. Et c'est un patient diabétique, tabagique, il a tout, hein. On a fait avant Et c'est pareil, l'angioplastie. c'est 25 le ratio d'IMR, hein, qui est mal l'IMR اليمير الفالور هكاكا حاصل هو 25. اليمير نتاعو في 200 جات معناتها تري Ah, زيلوفي. t'as la vache, طالع mais برشا، هو سي inférieur ان à 25 ديابيتيك. l'IMR اي invasif. ديابيتيك، هو ديابيتيك دوبي 30 ans تباجيك Ouais. dyslipidémique حاصله كورونا rien de luxe فهمت. Donc l'idée c'était de ne pas mettre un stent sur la CX sociale et le patient معناتها il a fait une épreuve Ouais. d'effort. Maintenant il est en cours, il va commencer la réadaptation ces Ouais. jours-là et on Ouais. espère que ça va s'améliorer. Par contre, la réadaptation, on espère qu'il améliore la microcirculation, effectivement. La réadaptation, elle peut améliorer la microcirculation. Elle améliore pas, elle fait pas plus de préconditionnement, mais elle peut améliorer la microcirculation en réduisant, on va dire, les facteurs, les comme ça, les facteurs qui aggravent la fonction de Telial. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions?